Si vous avez plus de 18 ans, vous avez peut-être déjà voté à une élection. Mais pour celles et ceux n'y ayant jamais participé, et ce pour quelque raison que ce soit, savez-vous comment se déroule le scrutin? Qui surveille le bon déroulement du processus de vote et comment est effectué le dépouillement? Dans cette vidéo, nous aborderons dans les grandes lignes le fonctionnement d'un bureau de vote et les règles qui encadrent le processus. Tout d'abord, savez-vous qui organise les élections? Eh bien, c'est aux municipalités que revient la responsabilité d'organiser les scrutins, qu'ils soient locaux ou nationaux. Alors pourquoi me demanderez-vous? Parce que les maires sont des représentants de l'État au niveau local, qui agissent en son nom et remplissent des missions spécifiques comme la publication des textes de loi, des règlements et l'organisation des élections. Passons maintenant au scrutin en lui-même. Le jour J, les bureaux de vote ouvrent de 8h à 18h dans la plupart des communes. Les grandes villes prolongent généralement l'ouverture jusqu'à 20h en raison du plus grand nombre de participants. Sur ce créneau, l'électeur se rend au bureau de vote, à l'adresse figurant sur sa carte d'électeur, et sur place, il présente sa pièce d'identité, qui est obligatoire, je vous mets un lien vers la liste des pièces acceptées, et sa carte d'électeur, qui, elle, est facultative. Le président du bureau ou un assesseur vérifie ensuite son identité et la validité de son inscription sur la liste électorale. L'électeur est invité à prendre une enveloppe et les bulletins de chaque liste avant d'entrer dans l'isoloir pour faire son choix. Après avoir inséré le bulletin dans l'urne, il signe la liste d'émargement. Les personnes mandataires d'une procuration doivent se présenter avec leur pièce d'identité au bureau de vote de la personne qui en a fait la demande. Il est possible que des observateurs soient présents au bureau de vote. Leur mission est de s'assurer du respect des règles à chaque étape du scrutin, sans interférer cependant dans le processus. Du côté des listes qui participent aux élections, les représentants peuvent désigner des délégués pour contrôler le bon déroulement du vote et proposer des scrutateurs pour procéder au dépouillement en fin de journée. En cas d'incident durant le vote et le dépouillement, le président du bureau est habilité à prendre des mesures pour assurer le bon déroulement de l'événement. Il peut notamment faire appel aux forces de l'ordre si besoin. Si un incident important a lieu, il doit être consigné dans le procès-verbal. À la fermeture du bureau de vote, tous les membres doivent signer la liste d'émargement après comptage des participations. L'urne est ensuite ouverte et le nombre d'enveloppes vérifié. S'il y a une différence entre le nombre d'émargements et le nombre d'enveloppes, elle doit être mentionnée dans le procès-verbal. Si celle-ci est importante et inexpliquée, elle peut entraîner une contestation de l'élection qui peut aboutir à une invalidation des résultats par le Conseil constitutionnel ou les tribunaux administratifs. Passons maintenant au dépouillement. Le dépouillement commence par la désignation des scrutateurs parmi les électeurs présents. Les candidats ou leurs représentants peuvent également proposer des noms. Les scrutateurs sont ensuite répartis sur plusieurs tables pour dépouiller les enveloppes contenant les bulletins. Ces enveloppes sont regroupées par paquets de 100, placées dans des grosses enveloppes cachetées et signées, qui sont ensuite réparties sur les tables. Un scrutateur ouvre donc l'enveloppe contenant le bulletin et présente ce dernier à un autre scrutateur qui lit à haute voix le nom ou la liste indiquée. Deux autres scrutateurs notent les résultats sur des feuilles de pointage. À l'issue de l'opération, les feuilles de pointage sont remises au bureau de vote pour vérification, accompagnées des bulletins et des enveloppes. Certains bulletins peuvent être écartés du résultat final, les bulletins blancs et nuls, qui sont souvent assimilés mais qui présentent des différences notables. Commençons par les différencier sur la forme. Alors, on considère un bulletin comme blanc, une enveloppe vide ou contenant un document vierge. Par contre, est considéré comme nul un bulletin déchiré, raturé, annoté, un bulletin déposé sans enveloppe ou comportant des modifications, comme l'ordre des candidats, des ajouts ou des suppressions, ou encore des bulletins non réglementaires. Cela peut concerner la couleur du bulletin, la taille de ce dernier, ou encore le grammage du papier ou la conformité de l'enveloppe. Alors, petite remarque, les bulletins portant des taches accidentelles ou qui sont accompagnés de la profession de foi d'un candidat ne sont pas considérés comme nuls. Idem pour les enveloppes comportant plusieurs bulletins identiques. Alors, comme je vous le disais, les bulletins blancs étaient autrefois assimilés aux bulletins nuls. Mais, depuis 2014, les deux sont décomptés séparément, mais ne sont toujours pas pris en compte dans les suffrages exprimés. Sur la différence de fond entre les deux, le bulletin blanc est généralement volontaire. C'est un acte politique qui exprime un mécontentement ou une insatisfaction vis-à-vis des candidats, voire du système politique dans son intégralité. Pour certaines personnes, le vote blanc est un acte militant. Celle-ci considère qu'il devrait être comptabilisé dans les suffrages exprimés et entraîner des conséquences sur le résultat du scrutin,
ce qui n'est pas le cas actuellement. Peut-être que le fait de voir le vote blanc reconnu comme étant un suffrage exprimé va faire prendre conscience aux hommes politiques qu'ils ont eux aussi à être sanctionnés quand il le faut, et ça leur fera peut-être changer de façon de faire. Le vote nul, quant à lui, peut être intentionnel ou résulter d'une erreur de manipulation. Mais au final, ni les uns ni les autres n'ont d'impact sur le résultat final de l'élection. Les bulletins nuls font l'objet d'un traitement spécial. Lors du dépouillement, les scrutateurs identifient les bulletins potentiellement nuls et les remettent aux membres du bureau qui les examinent. Celui-ci se prononce ensuite à la majorité sur la validité de ces bulletins, qui sont ensuite décomptés séparément des votes valides, puis annexés au procès-verbal et mentionnés dans les résultats du scrutin. À l'issue du dépouillement, les feuilles de pointage sont signées et remises au bureau, accompagnées des bulletins et des enveloppes pour vérification. Les bulletins non pris en compte et les enveloppes non réglementaires sont annexés au procès-verbal. Un procès-verbal, c'est-à-dire un document officiel retraçant toutes les étapes du scrutin, est rédigé après le dépouillement par le ou la secrétaire dans la salle de vote. Il est établi en 2 exemplaires et signé par tous les membres du bureau. Les délégués des candidats sont invités à le contresigner. Une fois le procès-verbal établi, le président du bureau annonce publiquement les résultats, qui sont ensuite remontés au bureau de vote centralisateur. Chaque bureau de la commune en fait de même. Le bureau centralisateur procède alors à une nouvelle vérification avant d'annoncer officiellement les résultats finaux, qui sont ensuite affichés publiquement. L'annonce des résultats ne marque pas la fin du processus. Après celle-ci, le procès-verbal et les documents annexes sont transmis à la préfecture par le maire ou son délégué par voie électronique sécurisée, suivi de l'envoi des documents originaux. Ces documents sont conservés sous scellé jusqu'à l'expiration des délais de recours, c'est-à-dire 15 jours maximum, ou en cas de recours jusqu'à décision définitive de la justice. Si des électeurs ou des candidats souhaitent contester les résultats du scrutin, ils peuvent déposer un recours. Ils disposent alors d'un délai de 5 jours à compter de la proclamation des résultats pour l'adresser au préfet ou directement au tribunal administratif dans le cas des élections municipales. Le juge examine alors la régularité des opérations avant de prendre une décision qui peut aller jusqu'à l'annulation du scrutin. Les préfets peuvent aussi en déposer. Ils disposent quant à eux d'un délai de 15 jours pour saisir le tribunal administratif. Alors si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager ou à mettre un petit like ou encore un petit commentaire d'encouragement, ça me fait toujours plaisir. Et sur ce, moi je vous dis à très vite.